Nous voilà de retour donc pour les anticancéreux en phase précoce de développement. Donc on a la chance d'avoir le docteur Stéphane Champia et le docteur Santiago Ponce pour faire le point avec nous sur ces développements importants. Santi, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Je vais me focaliser pour les anticancéreux en phase précoce, plutôt pour la thérapie ciblée. C'est vrai que c'est tellement difficile de faire le choix de qu'est-ce qu'on va présenter à vous. Et j'ai choisi en fait de ces cliniques qui travaillent sur les ADC avec quelques modifications de les ADC et aussi avec deux thérapies ciblées qui peuvent donner des espoirs à des malades avec des maladies un peu orphelins. Non, on commence avec... il y a beaucoup de ces cliniques cette année à l'ASCO qui viennent de la Chine. Et en fait, ça c'est un exemple très bel exemple d'un first in class, que c'est un biais spécifique plus un ADC, c'est un biais spécifique qui cible EGFR et R3 avec les malades avec un tumeur solide et on a les résultats de cette étude que le design c'est un peu différent que ce qu'on fait normalement. Normalement, c'est un design bayésien, mais ici, on a eu une dose escalation, une escalade de dose avec une accélération de les dosages. Ça, c'est vrai qu'on a moins de données pour la dose que c'est faible. Donc, si vous voyez, il n'y a que 2-3 malades en fait, traités avec des faibles doses. Ce type d'études sont comme ça, mais ça peut arriver que pour trouver la dose biologique et pas seulement la dose limitante de toxicité, on peut avoir aussi des activités avec des doses plus faibles que vraiment on ne voit pas à cause de la design de l'étude. En revanche, c'est une étude plus rapide à faire si on fait comme ça. Ça, c'est le type de malade. Vraiment, il y a plutôt des cancers des poumons avec EGFR muté et pas muté. C'était bien remarqué que ce type de malades ont reçu celles-ci qui sont EGFR non muté, chimio plus immunothérapie, toujours, et celles-ci qui sont mutées a reçu plusieurs lignes, mais compris surtout toutes les malades osimertinib. Et comme vous voyez dans les diapos, sont des malades avec beaucoup de pré-traitements, plus de 3-4 lignes normalement. Il y a aussi une remarque pour les carcinomes de la nasopharynge, qui a recruté aussi des small cell lung cancer, des cancers à petites cellules et des hépatocarcinomes. Il y a des différentes doses que l'équipe a essayées, mais vraiment la dose qui a été choisie comme RP2, ça a été la dose chaque 3 semaines. Pour côté de la toxicité, que c'est un des jobs plus importants que nous avons dans la façon, c'est vrai que la toxicité c'est bien tolérée, plutôt des tox hémato, et que ça peut y arriver à avoir des grades 3 au plus avec un tiers du malade. Non? Pour l'activité, ça c'est la chose plus importante peut-être de cette étude, c'est qu'on a un taux de réponse environ de 45% des malades et que en fait le median follow-up, la surveillance moyenne c'était 4 mois avec des réponses de longue durée. C'est important aussi de se focaliser par type de histologie. Et nous savons ici que pour les petites cellules, ce n'est pas beaucoup de malades, mais il n'y a pas vraiment d'activité. Mais oui, pour les cancers du poumon, EGFR muté et pas muté, avec un taux de réponse plus de 60%, et pour les EGFR non muté, plus de 40%. Aussi compris les carcinomes de nasopharynge. C'est très important l'activité avec plus de la moitié des malades avec une réponse. Pour les mécanismes de résistance des malades avec EGFR muté, c'est vrai qu'on a des réponses malgré tout les types de mécanismes de résistance qu'on a après un traitement ciblé. Ça c'est justement pour la dose qui a été choisie, ça c'est la dose de 2,5 mg par kilo chaque 3 semaines, J1 et J8. Et c'est vrai qu'il y a
il y a déjà une phase 3 qui est en train de se préparer pour les cancers des poumons et pour les cancers de la nasopharynge. On a vu que pour les small cell lung cancer, pour les cancers des poumons à petites cellules, on n'a pas vraiment d'activité avec les ADC qu'on a vu, mais on a aussi cette first in human, à nouveau, une molécule qui cible comme un ADC, un marqueur qui s'appelle CES6, qui s'est très bien exprimé dans les cancers des poumons à petites cellules et aussi compris dans les tumeurs neuroendocrines. Et c'est une molécule qui a un payload qui c'est une évolution d'un topoisomérase 1. Le design de l'étude c'est plus classique et nous avons toute la dose escalation et finalement la dose expansion aussi. Les malades sont plutôt des malades qui ont reçu au minimum 2-3 lignes de traitement et la toxicité c'est moins toléré que l'essai qu'on a regardé avant, mais c'est important et ça c'est une chose toujours que c'est très compliqué d'avoir dans la phase 1, c'est qu'il y a une toxicité retardée pour une hépatotoxicité. Donc, et ça c'est important que c'est vrai que la toxicité tout au début pour les périodes de la DLT, c'est pas tellement important, mais oui, cette toxicité est un peu décalée dans le temps. Pour le taux d'activité global, on a un taux de réponse d'environ 20%. Je vous rappelle que pour tarlatamab, en fait, c'est 23% de taux d'activité, ce qu'on a dans la phase 1. Si on regarde vraiment à la dose de 1 mg, le taux d'activité monte, c'est plus de 20%, et la confirmation, c'est aussi compris les tumeurs qui sont platino-réfractaires et platino-sensibles, avec un taux d'activité de 27. Et la duration de réponse, la progression-free survival, c'est environ de 3 mois. C'est qu'on a pour tarlatamab, que c'est un T-cell engager, c'est environ de 4 mois. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir plusieurs nouvelles de cette étude comme phase 2 et phase 3 pour la petite cellule. Non? Pour finaliser, 2 mots pour un nouvel inhibiteur de BRAF, que c'est une nouvelle génération d'inhibition de BRAF. Le design de l'étude a été surtout focalisé pour les tumeurs qui normalement n'expressent pas beaucoup, les BRAF V60E. Et la toxicité, c'est toujours très bien toléré et rien de nouveau par rapport à ce qu'on connaît déjà. Mais la chose importante, c'est que plutôt pour les cancers, les glioblastomes et les astrocytomes, on a trouvé une réponse très importante et de longue durée, plus d'1 an, avec des malades pré-traités et pas. Et ça donne peut-être une opportunité pour des maladies qui ne sont pas les mélanomes et qui peuvent avoir un bénéfice de cette stratégie. Et pour finaliser, c'est une étude phase 1 qui en fait essaye d'adresser les mécanismes de résistance pour les RET fusionnés. Et c'est une molécule qui est l'activité préclinique qu'on a par rapport à pralsetinib et selpercatinib, c'est très fort dans les modèles cellulaires, dans les modèles murines aussi. Et l'équipe a fait une escalade de doses classique avec des malades avec nombreux numéros de lignes pré-traitées. Déjà, la toxicité, il n'y a pas vraiment de DLT que ça observé, il y a des toxicités plutôt hépatiques et de l'asthénie. Et l'activité, on voit ici qu'il y a une réponse très forte pour les malades avec cette altération. Et il y a une réponse aussi, malgré tout, qu'est-ce que soit les TKI qui a reçu cette malade, c'est pralsetinib ou selpercatinib. Et plus important, c'est l'activité intracrânienne qui a cette molécule avec 6 malades et 3 d'entre eux ont une réponse partielle des maladies intracrâniennes. Non? La durée de la réponse est aussi très forte et ça représente peut-être une
nouvelle stratégie pour les malades qui ont déjà reçu un inhibiteur de RET. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Santi. Effectivement, très intéressant ces données de réponse intracérébrale, donc extrêmement prometteur. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne. Stéphane, du nouveau côté thérapie, on va dire modulant le système immunitaire. Alors oui, j'ai choisi de vous présenter 4 essais cliniques concernant les développements d'immunothérapie en phase précoce. La première classe thérapeutique, c'est les T-cell engagers, donc c'est les molécules qui vont aller activer les lymphocytes T. Et je voulais l'illustrer avec cette étude qui est un CD3-DLL3. Donc CD3-DLL3, c'est une classe thérapeutique qu'on connaît notamment avec Gustave Roussy et qui donc va activer les lymphocytes via la valence CD3, cibler les cellules tumorales via le DLL3 et en particulier dans les tumeurs neuroendocrines. Jusqu'à maintenant, le développement présenté était plutôt orienté sur les poumons petites cellules. Et vous allez voir qu'avec cette molécule présentée donc par Boehringer, donc CD3-DLL3, on va s'intéresser à des populations non seulement poumons petites cellules, mais également tumeurs neuroendocrines extrapulmonaires. Donc un schéma d'escalade de dose classique. Ils ont évalué différents schémas d'administration. Concernant le profil des patients, donc c'est là où c'est intéressant, il y avait la moitié des patients qui étaient des cancers du poumon petites cellules, 40% des tumeurs neuroendocrines extrapulmonaires et puis quelques tumeurs avec grandes cellules. En termes de toxicité, ce qui nous intéresse avec les T-cell engagers, c'est de surveiller le risque de syndrome de relargage de cytokines, puisque ça fait partie des toxicités liées à la classe. Et donc vous voyez que vraisemblablement, il y a peu de toxicités sévères. Des grades 3-5 sont à 2%. Une grande partie des patients vont faire des grades 1-2. Une toxicité qui semble être liée à la classe est la dysgeusie. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'au final, on le retrouve déjà sur une autre molécule d'Amgen, le tarlatamab, qui est le CD3-DLL3, qui est développé en parallèle, avec 20% des patients ici dans cette étude qui présentent des troubles du goût, qui peuvent être à l'origine d'une perte de poids. Et ce qui manque là sur les données qui ont été présentées, c'est la fréquence d'utilisation du tocilizumab, qui est un peu le médicament qui permet de traiter les CRS sévères pour avoir une vraie évaluation du risque de CRS sévère avec cette molécule. Donc globalement, peu de toxicité sévère, c'est ce qui était présenté, pas de DLT, et puis un taux d'activité, un taux de réponse évalué à 25%. Alors ce qui est important de savoir dans cette étude, c'est que les patients étaient sélectionnés sur leur statut DLL3 pour pouvoir rentrer dans l'étude, ce qui n'était pas le cas sur la molécule concurrente qui est en développement avec un autre laboratoire. Et 25% de taux de réponse, aujourd'hui ça semble à peu près équivalent à ce qui était obtenu dans les cancers du poumon à petites cellules. En revanche, ce qui est intéressant dans cette étude avec la molécule de Boehringer, c'est le taux de réponse observé dans les tumeurs neuroendocrines extrapulmonaires, qui pour le coup est à 19%. Et puis, bon, on a trop peu de données pour les tumeurs à grandes cellules, mais bon, 60%, si c'est confirmé à terme, ça sera tout à fait intéressant. En tout cas, l'étude montre que les durées des réponses peuvent être prolongées, c'est ce qu'on attend avec des immunothérapies. Et on le voit, globalement, cette classe thérapeutique CD3-DLL3 est prometteuse, arrive en phase 3 dans les poumons à petites cellules pour certaines des molécules, et celle de Boehringer est en cours de développement. Deuxième classe thérapeutique d'intérêt, les virus oncolytiques. C'est pas fini. Effectivement, il y a eu des résultats présentés concernant l'étude IGNITE, qui est une étude qui a notamment lieu à Gustave Roussy, étude de phase 1-2, dans les mélanomes qui sont réfractaires aux anti-PD1. La molécule, en fait, c'est un virus dérivé de l'herpès qui va coder le GM-CSF, donc un facteur de croissance, pour stimuler la réponse immunitaire innée et favoriser l'activation du système immunitaire. Et c'est combiné au nivolumab chez des patients qui ont différents stades 3B, 3C, 4 et plus dans les mélanomes qui ont été préexposés à l'immunothérapie et qui sont résistants à l'immunothérapie. En termes d'effets secondaires, c'est des effets secondaires classiques liés au virus oncolytique. Alors classique, c'est pas classique pour tout le monde, mais en réalité, c'est des syndromes grippaux, fièvre, frisson, fatigue. Pas de choses majeures et qui peuvent être limitantes pour l'utilisation du produit. Et des taux de réponse qui sont tout à fait intéressants. Globalement, 37% de taux de réponse. On voit que chez des patients qui sont peu avancés en adjuvant ou des stades 3, les taux de réponse sont tout à fait conséquents. 50% en adjuvant, 46% pour les stades 3 jusqu'au 4A. Et que les réponses sont un peu moins bonnes pour des patients qui sont en résistance primaire ou en phase très avancée, 4B, 4C, avec des taux de réponse autour de 30%. Donc on voit clairement que c'est une stratégie thérapeutique intéressante. Et ce qui était intéressant, c'est que les réponses peuvent être à la fois profondes et à la fois prolongées chez des patients qui ne répondaient plus aux anti-PD1. Et des réponses non seulement au niveau des lésions injectées, mais des lésions également à distance.
Donc on voit clairement qu'on a une stratégie thérapeutique qui peut émerger avec ces stratégies d'intratumoral et de virus oncolytique, notamment avec ce virus en développement. Troisième classe thérapeutique, c'est la vaccination. On a beaucoup parlé de vaccination ces derniers temps avec les ARN messagers entre BioNTech ou Moderna. Là, c'est une autre vaccination qui n'utilise pas les ARN, mais qui utilise des peptides, et en l'occurrence sur une cible très intéressante pour les collègues qui font des thérapies ciblées, le KRAS G12. Donc là, on va cibler les cancers qui présentent des mutations KRAS, et la molécule, en fait, c'est un vaccin qui combine à la fois un peptide long de différents KRAS G12D et KRAS G12R dans ce cas-là, combiné avec un adjuvant, qui est un agoniste de l'immunité innée, le Toll-like récepteur 9. Alors l'étude s'intéressait, en fait, c'est intéressant, c'est une phase 1 dans des phases très précoces, donc des maladies KRAS G12 mutées, avec essentiellement des patients suivis pour des pancréas, dans des situations où les patients ont été opérés. Et une fois que la maladie est considérée comme indétectable, les patients qui étaient avec un ADN tumoral circulant positif étaient traités dans l'étude avec comme objectif secondaire une amélioration du biomarqueur. Donc c'est quand même une phase 1 où en gros les peptides étaient à la même dose, 1,4 mg, et il y avait une escalade de dose sur l'adjuvant. Et donc en termes de tolérance, globalement, ça se place plutôt bien. C'est surtout des réactions au point d'injection et des syndromes grippaux. En termes d'activité, alors rappelez-vous qu'on est sur un biomarqueur biologique, la diminution de l'ADN tumoral circulant chez les patients qui ont cette maladie moléculairement persistante mais radiologiquement indétectable, avec un taux de réponse à 32% sur de l'ADN tumoral circulant. Donc quelque chose qui est prometteur, qui va cibler des KRAS G12, et effectivement on en a besoin dans certains types histologiques parce que c'est très fréquent dans le pancréas, dans le cancer du côlon, et quelque chose qui pourrait être différent que les ARN messagers qui sont en développement actuellement. Et là, c'était juste pour montrer qu'ils induisaient des réponses immunitaires T, quasiment chez 87-90% des patients, grâce à cette stratégie-là, indépendamment de la réponse. Donc la majorité des gens qui bénéficient ont une augmentation de la réponse immunitaire T. Dernière étude que je voulais évoquer avec vous, des immunothérapies qui ciblent les natural killers. Donc c'est des lymphocytes, c'est pas des lymphocytes, c'est justement des cellules de l'immunité innée, mais qui ont une capacité cytotoxique comme les lymphocytes, avec cette étude qui utilise un trinket. Un trinket, c'est quoi? En fait, c'est un trispécifique qui va stimuler les NK. Et alors, ce trispécifique, il va cibler d'un côté les NK via le NKG2D et le CD16A. Le NKG2D étant également exprimé au niveau des lymphocytes CD8 et des lymphocytes gamma-delta, on va stimuler une plus large population immunitaire. Et la 13e spécificité, c'est HER2, ce qui nous permet d'avoir une spécificité tumorale. Alors, c'est une molécule donc trispécifique, après les bispécifiques, les trispécifiques, escalade de dose à peu près standard, des patients évidemment sélectionnés sur le statut HER2, au moins une croix, et un profil de tolérance alors, qui semble plutôt bien toléré d'après la slide, mais quand on regarde un peu dans les détails, il y a quand même un bon nombre de réactions à la perfusion. Si on se concentre sur les risques de CRS, ils semblent être peu importants. Alors ça semble être quand même quelque chose qu'on observe avec les molécules ciblant les NK, que ce soit les thérapies cellulaires NK ou les bispécifiques, trispécifiques ciblant NK, il semblerait qu'il y ait moins de CRS, à voir effectivement l'utilisation de tocilizumab, qui non plus n'est pas rapporté dans cette étude. Un taux de réponse, alors pour l'instant limité, 6% de taux de réponse, mais des réponses tout à fait intéressantes dans des tumeurs qui pouvaient avoir été exposées ou non à l'immunothérapie, des réponses qui pouvaient être éventuellement prolongées sur, là on a le cas d'une patiente suivie pour un cancer du sein HER2, une croix, qui avait une réponse qui a duré plus d'1 an. Et là, un deuxième patient, tumeur pulmonaire, non-small cell, préalablement traité par anti-PD1 avec des réponses prolongées. Donc une classe thérapeutique nouvelle, une cible immunitaire nouvelle, et on le voit encore une fois, des cibles tumorales qui vont nous permettre d'avoir une spécificité tumorale avec ces nouvelles immunothérapies. Donc pour résumer, des classes thérapeutiques qui émergent. Alors, les virus oncolytiques, on les connaît, les T-cells engageurs, on les connaissait. On a une confirmation du rôle de ces médicaments et on espère qu'ils vont avancer les lignes pour apporter à nos patients. Et puis, ces vaccinations, toujours au goût du jour. Et enfin, des trispécifiques qui vont aller cibler d'autres cellules immunitaires comme les natural killers. Merci beaucoup Stéphane, c'est très enthousiasmant et notamment sur la capacité à rattraper des patients en échec d'immunothérapie classique, on va dire, d'anti-PD1. C'est exactement ce que vous voyez au DITEP ? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'une molécule, on veut bien sûr qu'elle marche dès la première ligne pour la majorité des patients, mais si déjà elle permet de rattraper des patients réfractaires aux anti-PD1 ou anti-PDL1, c'est un sacré succès. Donc effectivement, c'est des pistes qui, on l'espère, vont être confirmées par les phases 2 et les phases 3. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Non, eh ben, il me reste... Ah si, derrière, pardon. Monsieur Armand. Question
question à Santiago. Tu nous as présenté 2 molécules inventées en Chine et développées en Chine. On en a entendu une autre en début d'après-midi. Ce qui veut dire que demain, tu me diras si tu veux aller monter le DITEP à Shanghai ou Pékin, je peux t'arranger ça. Max, Avec plaisir. J'ai une question concernant le bispécifique EGFR, vieille cible, et HER3, cible un peu plus moderne. J'ai 2 questions. La premièrement, c'est quel était le rationnel pour ajouter à EGFR HER3 comme cible? Et deuxièmement, quelle est la toxicité propre à HER3 que tu attends pour avoir ta bonne dose de médicament? Oui, en fait, il y a plusieurs questions pour ce mécanisme d'action EGFR et R3. Ça, c'est logique de faire le choix de EGFR et R3 parce que, plutôt pour les cancers des poumons, c'est des mécanismes de résistance. Pas seulement pour la thérapie pour les malades qui ont un EGFR muté, sinon aussi pour les malades non mutés, plutôt les R3. On a des autres études qui ciblent en fait R3 et c'est une voie importante. Donc, mélanger en fait les deux, c'est très intelligent non, pour rattraper dans la même molécule des types de malades qui ne sont pas pareils. Donc, il y a une autre question pour moi, c'est que combien de l'activité qu'on a, c'est directement lié au payload et qu'est-ce que c'est aussi de l'activation ou de l'inhibition de la voie EGFR, compris EGFR 1 et 3. Non? Ça, c'est une question que vraiment on ne connaît pas parce qu'il y a des autres molécules qui sont des bispécifiques IGFR et MET qui en fait ont efficacité sans avoir un payload. Non? Qu'est-ce qu'on ajoute avec les payloads ou pas? Ça, c'est une question à voir. Et vraiment, par rapport à la toxicité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de overlapping entre les deux, de EGFR et R3. Et vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas exploré, ça c'est une chose que c'est très rapide à faire, mais avec les modèles de l'essai clinique qu'on a fait, qu'avec la faible dose, on a traité en fait 2 malades et on ne connaît pas très bien les profils de toxicité. Donc ça c'est une question aussi à voir. Merci beaucoup. D'autres questions? Très bien. Eh ben, je vous remercie tous les deux pour toute cette innovation qui nous arrive. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour les tumeurs digestives.